Un titre pas trop compliqué, je crois, qui se lit Gérer l'atypisme du travail en recourant à l'exceptionnalité des normes. Alors, il n'y aurait pas de Canada sans le régime de l'assurance chômage. C'est quand même le truc qui a cimenté la fédération telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est très sérieux parce que ça donne une idée de l'importance de ce régime fédéral. Vous dire aussi qu'il s'agit d'un régime contributoire, donc salariés et employeurs. L'État ne contribue pas au Fonds canadien d'assurance emploi. Alors, je passe les préliminaires qui sont là pour rassurer mais ne rien apprendre. Et je passe la question que je viens d'énoncer. Qu'est-ce qu'on fait entre les découvertes de la précarité du travail et la protection sociale telle qu'on la connaît au Canada? Et je passe le plan, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'arrive à l'essentiel. Alors, quand même, j'ai comparé deux exercices financiers du compte d'assurance emploi avant la pandémie, après la pandémie. Pourquoi j'ai comparé avant, après? Parce que avant la pandémie, ça allait un peu moins bien économiquement que ce n'est le cas maintenant. Donc, il devrait y avoir des répercussions en termes de fréquentation d'un régime de protection sociale. Mais surtout, j'avais bien aimé, moi, le rapport annuel du compte d'assurance emploi parce que c'est un peu comme s'il avait eu une révélation. Il parlait de l'atypisme du travail. Wow! Croyez-moi, ça n'arrive pas tous les ans. Je dis, ça y est, deux mondes se mettent en marche et vont se rencontrer, notamment sur le plan du vocabulaire. Les catégories du droit du travail et les catégories de la protection sociale et notamment de cette loi spécifique qui est celle de l'assurance emploi, ça ne parle pas la même langue. Mon exemple, c'est un travailleur occasionnel. Vous seriez étonné de savoir ce que c'est au fin de l'assurance emploi, un travailleur occasionnel, mais ça n'a rien à voir avec les catégories captées ou non captées par le droit et notamment par le droit du travail. Donc, comme on dirait dans la marine marchande britannique, it's ships passing through the night. Hein, le droit du travail passe ici et la protection sociale en parallèle, certainement pour ce régime spécifique et certainement en ce qui concerne les catégories fondées ou pas, discutables ou pas, mobiles, mouvantes ou pas, que sont celles des mobilisées par le droit du travail pour illustrer, énoncer, capter les problématiques des parcours de vie et du travail. Alors, j'étais fort heureuse. J'ai dit, ça y est, ils ont vu la lumière, pas du tout. La pandémie est venue, la pandémie est partie et surtout, le contexte économique canadien s'est amélioré. Et dans le rapport 22-23, c'est du bout des lèvres qu'on utilise la seule expression travailleur à temps partiel. Ce n'est pas exactement une nouvelle réalité, les travailleurs à temps partiel, mais on est revenu business as usual et donc, ça illustre d'une certaine façon l'importance de l'économie du régime d'assurance emploi. C'est comme une robinetterie dans votre salle de bain, quand ça va bien, quand ça va mal. Alors là, ça va trop bien. Les administrateurs du compte d'assurance emploi ont décidé qu'il n'y avait aucune raison d'être créatif. Surtout que ils ont écopé, le compte a écopé d'un déficit COVID très important de la rondelette somme de 24 milliards de dollars. Donc, avant COVID, surplus de 4 milliards, le régime se montre généreux et créatif. COVID, transfert du trésor au compte d'une partie importante du déficit et pour l'exercice actuel, déficit accumulé de 22 milliards de dollars. Alors, ça explique peut-être la discrétion créative du compte d'assurance emploi. Donc, voilà mes petites cases qui expliquent comment il y a des lignes éditoriales dans ces rapports. Et quand vous en lisez plusieurs, vous voyez les lignes éditoriales. Et je trouvais que cette
ce retour à un langage assez haut de javelisé pour le rapport 22-23 qui consiste à nous dire, oh, à propos, il y a des travailleurs occasionnels et à temps partiel, c'était bien peu de choses. Les chiffres sont assez intéressants, je ne vais pas vous abreuver avec des chiffres, mais constatez que pour la séquence 18-19, on a et un taux d'accès aux prestations régulières et un taux d'accès aux prestations régulières pour le temps partiel supérieur à la période actuelle. Évidemment, la logique est implacable, l'économie roule mieux, donc il y a moins de chômage. Ce n'est jamais aussi simple que cette affirmation, mais c'est vendeur parce qu'on ne peut pas nier que les indicateurs du marché du travail soient en meilleur état pour la période 22-23 que 18-19. Alors, peut-être n'êtes-vous pas expert. Je me dis comment je vais partager ça. Donc, je vais revenir à mes historiques deux petites flèches. L'une, celle qui va, vous êtes tous, celle qui va vers la gauche. Donc, c'est la période de référence. C'est le système nerveux central du système. Les parcours de vie, les statuts d'emploi n'ont rien à voir avec l'éligibilité à l'assurance-emploi. On ne mesure qu'une chose, c'est le nombre d'heures travaillées dans une très courte période en fonction, pas soit, mais cumulativement du taux régional de chômage et des heures travaillées. Donc, pour l'instant, on retient, c'est l'année, c'est pas la vie de référence, c'est l'année de référence. Et là-dedans, il y a beaucoup de secrets. Il y a des travailleurs qui travaillent plus, ils sont occasionnels, ils accumulent beaucoup d'heures, moins d'heures, pas d'heures, changent de boulot, etc. Les secrets sont bien cachés et on ne peut pas les voir parce que tout ce qu'on mesure, c'est le nombre d'heures travaillées. C'est le seuil de l'éligibilité. Et la flèche qui va dans l'autre direction, c'est la période de prestation qui a déjà été légèrement plus généreuse, mais qui, elle aussi, dépend des seuls facteurs révélés par le document de cessation d'emploi. C'est-à-dire combien d'heures, quelle région et quelques autres trucs du genre as-tu l'air de t'activer pour chercher un boulot? Mais ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Donc, c'est une robinetterie cruelle pour les travailleurs que je qualifie atypiques, faute d'avoir trouvé un terme plus fédérateur ce soir, mais d'une rare simplicité, mais d'une rare cruauté et qui coûte 24-25 milliards de dollars quand ça va bien et qui rejoint à une vitesse de croisière bonne économie entre 40 et 50 des gens y ayant contribué. Alors, déjà là, toutes catégories confondues, il y a un problème. Donc, j'ai abordé la question comme suit en me disant, ce régime, qui est un régime qui a 60 quelques années d'existence, affiche sa propre élasticité. Il a une capacité interne de s'adapter et aux problématiques du travail et donc de la précarité et aux problématiques de l'économie. Bonne économie, mauvaise économie, plus de chômeurs, moins de chômeurs, plus de difficultés à établir la prestation, moins. J'ai isolé 8 facteurs d'élasticité que je vais vous présenter tout de suite en escamotant les chiffres, mais si vous voulez les chiffres, je vous enverrai avec plaisir ce petit PowerPoint. Et je les ai comparés à la magie COVID. C'est triste à dire, mais COVID est arrivé et là, on a surflexibilisé quelque chose qui n'a rien à voir avec, je ne dis pas que c'était pas approprié, rien à voir avec les prémices du régime de l'assurance-emploi qui a été fort bien reçu, y compris par tous ceux et celles qui sont à la marge du régime, pour la modique somme de COVID première période, quand même 80 milliards de dollars. Donc, ça donne une idée. On connaît la réponse. On sait ce qui est à peu près le coût de ce qu'on ne souhaite jamais appeler au Canada un régime de revenu minimum garanti ou ben, un équivalent. Donc, cette affaire d'élasticité, j'usurpe ici allègrement un terme
d'économiste, j'espère qu'on me le pardonnera. Historiquement, pour revenir à mon image de la robinetterie et à mes deux flèches, hein, on regarde derrière combien d'heures tu as travaillé ou devant. Tu pourras chômer pendant combien de temps. C'est à peu près comme ça qu'on a agi sur la robinetterie du régime d'assurance-emploi. Sans surprise, on a allongé la période de référence. Dans la loi, il y a une petite disposition qui dit c'est 1 an, mais ça peut être un peu plus long qu'1 an, notamment si pendant cette année, vous avez été malade ou emprisonné. J'ai cherché en vain et je cherche toujours comment les prisons ont pu atterrir dans ce régime d'excès. Non, je vous jure, je suis prête à faire beaucoup de bassesse si quelqu'un d'entre vous a la réponse mystère et boule de gomme. Mais ça prouve que le régime a sa propre élasticité. On pourrait dire, par exemple, que pour certains statuts, pour certaines configurations mixtes d'emploi autonome salarié et quoi encore, on va agir sur la durée de la période de référence parce que quelle est la philosophie? C'est mettre le thermomètre dans la marmite et dire est-ce que j'ai ici une personne activement sur le marché de l'emploi? Dépendant de ma question, toutes les réponses sont possibles. Donc, ça, c'est une élasticité classique, l'allongement de la période de référence. Plus récemment, mais pas si récemment, la règle des meilleures semaines variables, appelée dans le jargon la MSV. Alors, quand on regarde dans le rétroviseur, si vous avez accumulé les heures assurables, on va vous donner le bénéfice des meilleures semaines de travail pour que votre taux de prestation, qui est autour de 55 ne soit pas trop bas. C'est une élasticité qu'on peut franchement mobiliser pour toutes sortes de cas de figure, y compris les absences du marché du travail, les très hautes semaines, les très basses semaines et quoi encore. Donc, cette règle existe déjà, peut être mobilisée. On peut aussi allonger la période de prestation et, après des consultations continues avec les syndicats et les employeurs, on le fait jusqu'à ce soir, mais on ne sait pas ce qui va se produire lundi matin parce qu'il y a une règle d'extension de la période de prestation de 4 semaines pour les travailleurs saisonniers. Il y en a beaucoup au Canada, dans des régions, 13 régions identifiées, qui ajoutent des semaines à la période. Alors, à minuit ce soir, c'est le crépuscule de la règle. J'ai vérifié si quelque part il n'y avait pas une bonne nouvelle. Je n'ai rien trouvé. Mais pourquoi on est discret? C'est parce que l'économie va mieux. Alors, voilà un autre stabilisateur. Mais il y a 1000 autres situations où on pourrait estimer l'insécurité du statut, le caractère chaotique de la disponibilité du travail ou du contrat et qu'on pourrait mobiliser pour allonger la période de prestation. Quatrième élément, le TPPP, c'est une loi pas sympathique à lire qui gagnerait probablement le Nobel des acronymes, peut-être après celle sur santé, sécurité au travail. Donc, l'idée du TPPP, c'est je travaille durant ma période de prestation, mais c'est inhérent à l'atypisme. Je rappelle que j'utilise cette expression de manière myope et fourre-tout, mais c'est inhérent de travailler, ne pas travailler, beaucoup travailler, peu travailler, moins travailler, et d'accumuler des gains durant une période de prestation. Depuis 2018, on prévoit de l'élasticité en exemptant, je vous passe le petit calcul, mais certains gains engrangés durant une période de prestation, et cela sans réduire pour autant la durée de calendrier maximale pendant laquelle vous pouvez encaisser les prestations qui vous sont dues. L'accès des travailleurs autonomes aux prestations spéciales, un truc qui fonctionne moins bien qu'on aurait cru que ça aurait pu bien fonctionner. Les prestations spéciales, ce n'est pas du chômage ordinaire, c'est du chômage extraordinaire. Et il y a des catégories, c'est la maladie, la maternité, la parentalité, la compassion, l'accompagnement aidant naturel ou aux proches. Ce sont des catégories, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que
Ce sont des bénéfices distincts les uns des autres, mais qui globalement sont fondés sur la même règle d'accessibilité. Et pour des raisons économiques, on a choisi de ne pas accorder aux travailleurs autonomes l'accès aux prestations régulières, mais de leur permettre l'accès aux prestations spéciales. C'est un succès mitigé, modeste. Choisissez votre qualificatif. Les accords de travail partagés, la grosse affaire de concertation entre employeurs, syndicats et la commission, c'est l'idée de garder à l'emploi un ensemble de travailleurs pour une période déterminée en cas de ralentissement net recul actuellement du recours aux accords de travail partagés. Le programme, un autre acronyme, PRTC, c'est la réduction du taux de cotisation des employeurs en échange du maintien d'une assurance maladie privée payée par l'employeur. Plus de 4 cas de figure possibles, mais retenez que l'invalidité court terme privée, c'est une couverture d'un maximum de 15 semaines. Donc, ce n'est pas le Pérou, mais ce n'est pas le Pérou non plus en vertu de la loi sur l'assurance emploi. Voilà quelque chose qui est là depuis 1971. Et finalement, l'enfant pauvre de la loi, qui est cette enveloppe budgétaire qu'on appelle de la partie 2 et qui retourne aux provinces des enveloppes aux fins de mesures, main-d'œuvre, employabilité, développement des compétences, etc. Donc, ça existe, l'élasticité dans la loi actuelle, et ce n'est pas impossible d'imaginer la présence d'un rapport de force ne nuirait pas, que cette loi puisse répondre à de nouvelles problématiques. Par contre, on nous a fait rêver. C'est vraiment pas une chose à dire devant un public érudit, parce que personne n'a rêvé durant la COVID, mais on a fait tabula rasa. On a suspendu la loi sur l'assurance emploi et on a dit c'est terminé, tout est beaucoup plus simple. Avez-vous été actif sur le marché du travail avant la COVID? Voici ma règle de vérification, c'est X dollars et encaissé en raison d'un taux beaucoup plus élevé, enfin, un solide 70 dollars plus élevé que le taux moyen des prestations pendant X semaines. Évidemment, on ne savait pas. On a dit d'abord 18, puis la COVID s'est acharnée, on a dit 28, etc. Comme le disait si bien Dalia, 80 millions cette première phase de prestation, 80 milliards cette première phase de prestation, ça a fort bien fonctionné. Il y a des angles morts, il y a quelques litiges devant les tribunaux actuellement, mais en tout respect, c'est vraiment des trucs périphériques qui auraient été difficiles à gérer dans l'urgence. Puis, après une certaine période, on a eu un COVID phase 2, un modèle hybride, c'est comme les voitures hybrides. Donc, on a réactivé la loi sur l'assurance emploi, ceux qui étaient éligibles ont refait une demande et ceux qui n'étaient pas éligibles se sont vus offrir des programmes de type universel ou de type PCU. 3 nouveaux acronymes. Le principal, c'est le programme PCRE, où on a dit que si vos revenus avaient diminué d'au moins 50 et non pas qu'ils étaient totalement suspendus, mais d'au moins 50 ce qui, avec ma paire de lunettes à moi, pourrait concerner ou avantager bien des cas de figure du travail, quel que soit le statut, en période post-COVID. Et on a dit que ça ira pour une année maximum. Donc, cet amalgame COVID-1, COVID-2, j'avoue que ce n'était pas très économique. Au total, c'est à peu près 100 milliards de dépenses, alors qu'une année moyenne de dépenses régime d'assurance emploi, c'est de l'ordre quelque part entre 22 et 25 milliards. Je trouverais ça malhonnête de ne pas le dire. En conclusion, la question. OK. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de flexibilité dans la loi actuelle de l'assurance emploi. Sincèrement,
je trouverais pas ça honnête. Alors, rapido, j'ai tenté d'en faire une brève démonstration, mais cette flexibilité ne sied, c'est toujours la même question, qu'à ceux qui, à l'origine, trouveront leur place dans la période dans la période de référence. Par exemple, un chômeur fréquent, ça se définit dans la loi sur l'assurance emploi avec une règle mathématique. Ce n'est pas une question de parcours de vie. Ça n'a rien à voir avec votre situation d'emploi. C'est purement combien de fois as-tu chômé et combien de temps dans les derniers X mois. Ce genre de barrière est elle-même flexible. Préfère disparaître des catégories de calcul. Rien n'est impossible, mais qui a suffisamment de rapports de force pour entretenir le dialogue avec la caisse d'assurance chômage. Donc, il me semble, et c'est l'intérêt du projet que Philippe et Dalia vous présentaient tantôt, ce carrefour, premièrement, c'est deux mondes linguistiques. Et parfois, j'entends des choses, je dis, non, non, cette expression-là, ça veut absolument rien dire dans un ou un autre régime de protection sociale. C'est un carrefour aussi qui voit large ou étroitement. Alors, la protection sociale, on en pense ce qu'on veut, c'est un travail de plomberie. Et c'est la plomberie qui est négociée et c'est la plomberie étroite qui est négociée. Qu'est-ce qu'on veut? Si on a une ambition plus grande, hein? Le travail de qualité, le parcours de vie, etc. Alors, un dernier mot qui est peut-être un défaut génétique du régime canadien d'assurance-emploi, c'est sa régionalisation. C'est un long chapitre, mais c'est un régime qui a toujours servi d'équilibrateur aux asymétries économiques des régions du Canada et qui a laissé un lourd héritage en termes de difficultés d'accès au régime. Donc, nous nous poserons dans les mois, les années qui viennent, à vous de me dire, chers collègues, la question de savoir comment trouver non seulement le carrefour conceptuel, mais aussi la relance de la protection sociale. Parce qu'on a un petit problème. Qu'est-ce que j'entends maintenant? C'est ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne pas. C'est un peu difficile pour le moral à encaisser. Ce serait chouette que ça fonctionne compte tenu de la complexité des statuts et autres enjeux actuels.